Donc bonjour, je vous laisse avec Audrey Le Bolivet et Agnès Pannier-Runacher. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Bonjour à tous Bonjour Madame la et à Ministre, toutes. merci chère Agnès. Vous êtes ministre déléguée chargée de l'industrie. Merci de nous accorder cet entretien pour le lancement de l'association Égalité Ensemble. Par votre présence aujourd'hui, vous soutenez l'association Égalité Ensemble. Ça veut donc dire que la question de l'actualité, ça reste la question de l'égalité, ça reste d'actualité? C'est une question qui restera d'actualité tant que l'égalité ne sera pas atteinte, en fait. Moi, je ne me dis pas féminisme pour le principe d'être féministe. Je suis féministe parce que cette égalité entre les femmes et les hommes n'est aujourd'hui pas au rendez-vous. Elle existe dans les textes de loi, elle existe dans les textes réglementaires, mais malheureusement, qu'il s'agisse de violences faites aux femmes ou qu'il s'agisse de parité économique, on est encore loin de la voir réellement sur le terrain. Et je dirais que c'est le premier combat de l'altérité lorsqu'on essaye de travailler pour les jeunes, pour les handicapés, pour les personnes qui n'ont pas fait des études académiques poussées, pour des personnes qui ont des parcours de vie particuliers. Là encore, l'égalité n'est pas au rendez-vous et le combat des femmes, c'est le premier des combats puisque c'est 52% de la population. Merci. Vous avez choisi de promouvoir la proposition rendre obligatoire la parité pour les experts invités dans les médias. Pourquoi avoir choisi cette proposition parmi, je dirais, Juliette, je crois que c'est plus de 175 propositions. Alors, beaucoup de propositions avaient retenu mon attention. Celle-là, je la trouve intéressante. D'abord parce qu'on a fait des progrès. Et ça, il faut aussi savoir le reconnaître. C'est-à-dire que depuis la loi du 4 août 2014, où le CSA a été chargé spécifiquement d'une mission pour évaluer la parité dans les médias, nous avons quasiment multiplié par 2 la part des femmes dans les expertes qui sont présentes sur les plateaux de télévision. Ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est qu'on observe que néanmoins, il y a toujours un écart assez sensible. Par exemple, sur la politique, il n'y a que 30% de femmes pour 70% d'hommes. 30% de femmes pour 70% d'hommes, ça veut dire que vous avez 2 fois plus d'hommes que de femmes sur les plateaux de télévision, ce qui finalement reboucle avec la préoccupation de Bérangère, que je soutiens également, de Bérangère Couillard, c'est que cette parité, elle doit être à tous les étages. Pourquoi les médias? Parce que c'est le lieu où se fabriquent les stéréotypes et les préjugés. Et il est intéressant de savoir que dans le monde, c'est une enquête qui vient d'être rendue, 86% des femmes et 91% des hommes ont des préjugés négatifs sur les femmes. C'est dire si le chemin est encore long. Et je pense que la France, à ce titre, là aussi, a beaucoup progressé ces dernières années. Et nous devons continuer à faire en sorte qu'il y ait des figures d'expertise sur des matières qui sont dans la représentation collective, pas nécessairement des matières attribuées au genre féminin. Je pense à la science, à la technique, à l'industrie, une série de métiers où on a besoin de voir des femmes parce que c'est une façon de changer le regard sur elles, c'est aussi une façon de donner des rôles modèles aux jeunes femmes. De même d'ailleurs qu'il ne serait pas absurde d'avoir des représentations des hommes dans des métiers qui sont attribués, là encore, par l'imaginaire collectif à des hommes. Guillaume Gouffier-Cha parlait un instant des métiers de service à la personne, notamment dans le secteur sanitaire, dans l'accompagnement des personnes. Ces métiers, si on veut aussi que les rémunérations progressent, on aurait intérêt à les rendre plus attractifs, y compris pour les hommes. Ça serait probablement d'ailleurs une marque qu'on les aura rendus plus attractifs. Et je peux vous assurer que dans ces cas-là, la rémunération suivra. Donc c'est cette capacité à illustrer la diversité et le fait qu'il n'y a pas d'assignation de genre, mais que tout le monde peut faire ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, ce qui correspond à son potentiel, et que ce visage-là soit porté par les médias. Ça vaut dans les prises de parole dans les médias, mais ça vaut aussi dans toute la partie fiction, c'est-à-dire qu'on aurait intérêt à avoir dans les médias autant de femmes que d'hommes dans les héros et les héroïnes, dans des postures là encore qui n'aillent pas dans le sens des préjugés ou l'imaginaire collectif qui
ramène parfois les femmes à des fonctions plus passives que les hommes, et qu'on a besoin aussi de le voir dans les médias et la presse écrite. Je rappelle cette une d'un grand quotidien sur le monde d'après, où il y avait 4 hommes sur la première page et qui avait suscité une certaine forme de surprise, pour ne pas dire de colère. On est capable de faire le monde d'après à parité. Justement, Madame la Ministre, on y vient. Vous nous avez dit en quoi c'était important de voir des femmes dans les médias, à la fois dans les médias d'information, mais aussi dans les séries, etc. Est-ce que la situation, elle a évolué pendant la crise sanitaire? Est-ce qu'on voit plus de femmes? Est-ce qu'on en voit moins? Est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet? Le dernier rapport du CSA montre qu'on a une progression des femmes chez les experts de 38 à 41%. Par contre, on a un léger recul dans la politique. J'ai dit 31% pour être précise de femmes représentées en politique, donc un recul de 2%, et un léger recul aussi chez les présentateurs et présentatrices, avec quand même un bémol, c'est que là, on est vraiment quasiment à la parité, 47%, on est à la parité. Alors, le deuxième élément, c'est en temps de parole. Là, en temps de parole, on constate une diminution du temps de parole laissé aux femmes, ce qui est également illustratif d'un certain nombre de biais de sociétaux qui font que sans s'en apercevoir collectivement, on a toujours tendance à minorer la place et le rôle des femmes, y compris sur un plateau de télévision. Alors, c'est une très bonne transition. Justement, donc effectivement, on a vu des grands quotidiens, des grands médias où un temps de parole pour les femmes inférieur à 30%, ça devient vraiment, je dirais, minuscule. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Quelle piste on a? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour corriger le tir? Alors, vous avez une première chose, le CSA le fait d'ailleurs très bien sur la représentation des diverses familles politiques, c'est de mesurer et de positionner des formes de sanctions ou des alertes des médias lorsqu'ils ne respectent pas cette parité, ou qu'à tout le moins, on n'arrive pas à dépasser le 40%. 40%, on commence à converger vers une représentation paritaire des femmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout le travail qui est mené notamment par l'association Les Expertes, qui vise à visibiliser les expertes, donc les femmes qui peuvent prendre la parole sur une diversité de sujets techniques. Ce que disent les journalistes qui travaillent sur cette plateforme, c'est que les femmes sont encore dans le complexe de l'imposteur et dans l'inquiétude sur leur légitimité à parler. Ça, c'est un travail de fond, c'est un travail d'éducation sur les biais de genre, sur l'autocensure que les petites filles ont tendance à prendre dès le plus jeune âge, pas parler trop fort, de pas s'exprimer de manière trop visible, de ne pas occuper un trop grand espace physique dans la cour d'école. Et c'est un travail qu'il faut mener depuis le plus jeune âge, à la fois en direction des plus jeunes, mais également en direction de leur éducateur. Leur éducateur, c'est évidemment les professeurs, et c'est tout le monde qui gravite autour, c'est le centre aéré, c'est simplement de rendre visible ce que nous avons pendant des années intégré comme normes sociales, tous ensemble. Je pense que même les plus avancés, les plus féministes, parfois ont peut-être des réactions plus vives face à une petite fille qui s'est tachée que face à un petit garçon ou qui a un trou à son pantalon. Tout ça, c'est autant de moments où vous autocensurez, où vous créez cette autocensure naturelle des petites filles qui va se révéler 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, où on se sent pas très sûr d'avoir sa place face à un micro. Donc, lever l'autocensure, former les femmes, imposer aussi cet équilibre, et cela peut se réduire assez rapidement. Encore une fois, en 2015, il y avait 20% d'expertes sur les plateaux de télévision, on en est aujourd'hui à 39. Donc, ça veut dire que quand on mesure quelque chose, on peut avancer très vite, et il faut rendre visibles ces différences et les rendre insupportables pour tout le monde. Effectivement, ce qu'on peut compter, compte. J'aurais, chère Agnès, deux petites questions plus personnelles, si vous en êtes d'accord.
Peut-être avez-vous une anecdote à partager sur votre parcours de jeune ministre dans les médias. Comment est-ce que voilà, est-ce que vous avez des choses à raconter justement sur votre parcours de femme ministre et comment est-ce que finalement les journalistes femmes ou vos collègues femmes politiques font-elles preuve de sororité? Alors, moi, j'ai beaucoup parlé avec des femmes journalistes qui sont engagées dans la cause des femmes, qui elles aussi voient les lignes bouger, mais confessent parfois que soit c'est un sujet qui est considéré comme de moindre intérêt par rapport à d'autres problématiques plus politiques, qui relève notamment que le sujet lui-même de la parité est un sujet qui est peu traité, qui n'est pas traité naturellement. Là, nous sommes toutes mobilisées parce que c'est le 8 mars qui permettra pendant 64 jours de ne plus en parler. Vous voyez, je suis volontairement taquine, mais le risque, c'est ça, c'est-à-dire que ça reste un sujet dont la présence à l'esprit est également minorée et les journalistes dans les salles de rédaction peinent et mettent beaucoup d'énergie à le faire émerger. Mais ce que je constate, c'est que pour le coup, il y a une forme de je ne sais pas si c'est de la sororité, mais on commence à voir se former une forme d'armée des ombres où on se passe plus facilement les tribunes, plus facilement les informations, où Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha mentionnaient des PPL. Moi, je constate que les journalistes connaissent ces propositions de loi, s'y intéressent. Ce sont souvent des femmes d'ailleurs qui s'y intéressent, et donc ce bruit de fond commence à émerger. Mais effectivement, il faut continuer à l'entretenir parce que on a aussi de très fortes résistances. Moi, je le constate parfois même chez des jeunes gens qui sont dans des positions de pouvoir et qui peinent à accepter que ce sujet soit ouvert et qui en font toujours un sujet de deuxième niveau, de deuxième urgence. À croire qu'ils se sentent menacés parce que pour reproduire cette parité un peu plus prononcée dans notre société. Merci Madame la Ministre. On va regarder si on a des questions dans le fil de conversation. Ah oui, il y a la question du est-ce que, peut-être l'avez-vous constaté, est-ce qu'on a des journalistes qui coupent la parole des experts et couperaient-ils plus la parole des femmes que des hommes? On coupe plus la parole des femmes que des hommes, c'est même mesuré, et on coupe plus la parole d'une voix au perché que d'une voix grave. Et vous avez des études académiques qui montrent qu'une voix grave est associée à une plus grande expertise qu'une voix plus aiguë ou moins puissante. Donc vous voyez, ça va chercher très très loin. Hein. Ça va chercher dans le cortex, voire même dans la partie reptilienne du cerveau. Très bien. Une dernière question sur la boucle, sur le fil de discussion. 85% des filles en école d'art et seulement 18% d'artistes dont on parle dans les médias. Comment on peut faire pour rendre ces femmes plus visibles, art et médias, pour cette question? Et visiblement, ça va aussi pour les réalisatrices. Dites une réalisatrice sur le fil de discussion en direct. Oui, tout à fait. C'est ce que je mentionnais. Hein, c'est que le combat, il s'arrête pas dans la représentation visible des femmes en médias. Il doit être poursuivi au niveau des réalisateurs et de fonctions, je dirais, de création, que ce soit en médias, documentaires, fiction ou éditeurs de magazines, directeur de rédaction, par exemple, directrice de rédaction. Qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose à faire, c'est probablement là aussi donner des petits coups de pouce qui, que ce soit dans les financements ou que ce soit dans la mesure et la demande adressée aux médias, de faire progresser la situation avec éventuellement des sanctions associées à cela. Hein. Vous fixez un objectif de passer de 17% à 24% dans un nombre d'années qui paraît raisonnable, et vous dites que si on ne constate pas ces progrès, eh bien on peut écorner ici ou là un financement, ce genre de choses. Ça, en règle générale, ça fonctionne sur la durée. Et le deuxième élément, c'est l'accompagnement des jeunes femmes qui sont dans ces formations pour leur permettre aussi non seulement de travailler leur capacité artistique, mais de travailler leur réseau, de travailler le modèle économique
de leur activité pour pouvoir trouver les financements, parce que c'est souvent un facteur limitant, le financement dans les œuvres artistiques. Filmer une fiction suppose des budgets, donc vous avez le CNC, mais pas que, il faut convaincre des producteurs. Donc là encore, il y a tout un travail à faire pour équilibrer l'accès des femmes à ce qui peut leur permettre de pratiquer leur art dans la durée. Et nous l'avons sur les commandes publiques. Les derniers ministres de la culture ont été assez attentifs à ça, à rééquilibrer les commandes publiques pour qu'elles aillent aussi en direction d'un plus grand nombre de femmes, de façon à ce qu'elles aient cette possibilité de créer des œuvres avec le soutien public. Merci Madame la Ministre, merci d'avoir accordé cet entretien à l'association Égalité Ensemble et merci de porter cette belle proposition de la parité dans les médias. À bientôt. Voilà, je soulignais tout le travail qui est fait aussi par les députés Céline Calvez sur ces sujets-là, parce que on pourrait rentrer dans les différents rapports qu'elle a produits et vous ne manquerez pas de propositions qui peuvent être mises en œuvre immédiatement. Donc je le souligne parce que c'est important aussi de souligner ces travaux. Merci Madame la Ministre. Madame Juliette de Cauzan, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup Madame la Ministre. Alors beaucoup de points sur l'égaconditionnalité qui sont du coup notés depuis votre intervention. Voilà, rendre peut-être obligatoire cette égaconditionnalité des financements publics pour renforcer encore le fait pour les femmes de pouvoir notamment créer, être visibles, et aussi de moins lier à l'âge, parce qu'apparemment, après 35 ans, pour une artiste, ça devient très compliqué de trouver des financements quand elle n'a pourtant pas obtenu sa chance plus jeune. Est-ce que vous auriez éventuellement des éléments là-dessus, même si voilà, c'est un petit peu hors cadre peut-être de la proposition initiale? Ça va dans le sens de ce que nous disions, c'est-à-dire l'enjeu de utiliser les leviers de l'achat public en quelque sorte ou des budgets publics pour élargir l'accès des femmes à ces budgets. Ça vaut aussi bien pour BPI France qui accompagne des entrepreneurs que pour le CNC, que pour la commande publique d'œuvres artistiques. Et je suis d'accord pour dire que l'enjeu, il n'est pas un enjeu d'âge, évidemment, et qu'il faut être capable d'accompagner les artistes et les créatrices tout le long de leur carrière. Très bien, je vous remercie beaucoup au nom d'Égalité Ensemble et nous allons devoir passer aux personnes suivantes. Donc pour la proposition. Merci Agnès. Merci beaucoup. Merci d'être venu, merci beaucoup.